Robin, Tony, bonjour. Merci de nous accueillir presque chez vous. On est pas loin du stade Pierre-Comte, on est au bowling de Vire, qui est l'un des partenaires du club, qui nous accueille gentiment dans ses locaux. Voilà. Si on est ici, c'est parce que vous avez démarré un nouveau chapitre de votre vie footballistique il y a quelques mois, il y a 2 mois maintenant, en devenant les co-entraîneurs de la Virois en National 3. Alors, c'est la grande particularité, c'est votre grande particularité, c'est que c'est deux frangins qui sont associés à la tête d'une équipe, ce qui est quasiment inédit. On a fait des petites recherches sur Internet, ça nous mettait les frères Inzaghi, mais dans 2 clubs différents, les frères Dubourg, et en troisième, quatrième résultat, il y avait qui? Les frères Théo. La renommée vous a précédé. Je vais revenir un petit peu sur cette nomination en commun. Comment vous avez réagi quand la possibilité a été évoquée de pouvoir vous associer? Au départ, vous meniez une carrière d'éducateur chacun de votre côté. Alors, Robin, tu étais en Bretagne, au Reux, c'est en R2. Tony, tu étais à Lamos, en R1, à Caen. Comment vous avez réagi, Robin? Comment tu as réagi quand la possibilité, pour la première fois, a été évoquée éventuellement de t'associer à ton frère aîné? C'était une joie et puis aussi moi c'était un peu différent parce que moi j'étais un peu plus libre par rapport à Tony avec ma rupture conventionnelle avec mon ancien club qui s'est bien passé. Tony c'était différent parce qu'il était déjà avec un club engagé. Donc c'était une joie dans un premier temps et puis après dans un deuxième temps, moi je pense que c'était plus facile pour moi de me projeter que par rapport à Tony. D'accord. Et toi, Tony, qu'est-ce que t'as évoqué du coup en discutant avec le président Christophe Lécuyer du club, la possibilité de t'associer à ton frère à... Une très bonne chose. C'était un souhait, nous, quand on était joueurs déjà, de pouvoir jouer un jour ensemble. C'était un petit peu comme un rêve et on a réussi à le faire à Granville. Granville pendant 4 ans, c'est ça? 4 Ouais, ans. on a joué ensemble pendant 4 ans. Ensuite, on a été éducateurs aussi ensemble à Granville, forcément, parce qu'on était joueurs et éducateurs. Et puis, Mais pas au sein de la même équipe. si on l'a eu une année sur des U17, ouais, et puis D'accord, sur ok. une section sportive, on était déjà ensemble, où on était déjà ensemble à faire des séances, pouvoir se projeter aussi sur un processus un peu plus de formation du joueur chez les jeunes. Et puis quand chacun on a pris nos chemins différents en tant que joueur, et puis après sur l'arrêt de nos carrières en prenant des équipes seniors, on s'était dit qu'un jour ce serait bien aussi de pouvoir bosser ensemble en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur. Ça a été évoqué aussi sur un précédent club pour une venue aussi de Robin et ça n'avait pas pu se faire. Et puis là, d'avoir cette proposition-là et de pouvoir se réunir sur un projet en commun et sur même une équipe en commun, parce qu'on peut aussi très bien bosser ensemble sur différentes C'est ça. parties du club. L'un qui parle les l'équipe seniors, première, l'autre chez la les réserve, jeunes. ou le pôle jeune, le pôle senior Exactement. éventuellement. Et là, l'idée qui a été conçue par le président de nous associer réellement sur une même équipe a été bonne parce qu'on se complète aussi très bien. On a des personnalités qui sont un petit peu différentes et des compétences aussi qui sont différentes et qui peuvent être très complémentaires et qui peut justement amener à un groupe de belles choses. D'accord, ok. Alors j'ai envie de dire, me faire un petit peu l'avocat du diable. Forcément, vous avez une relation très fusionnelle, hein. Vous êtes frères, vous partagez beaucoup de choses, que ce soit sur et en dehors du terrain. Est-ce que vous n'avez pas craint le fait de vous associer, que ça puisse, on sait comment peut se passer une saison, il y a des hauts, il y a des bas, il peut y avoir des moments de tension forcément, qu'il peut y avoir dans n'importe quel staff ou dans n'importe quelle équipe, mais forcément quand on est de la même famille, quand on est frères, est-ce que vous n'avez pas craint un petit peu que ça puisse altérer un petit peu votre relation fraternelle? On va apprendre à le découvrir. C'est une nouvelle Donc expérience. pour le moment, il n'y a pas eu il y a pas eu de friction alors du coup. C'est bon? Des frictions, oui ou non, non, Non. pas de friction, mais il y aura forcément des accords parce qu'on a chacun aussi nos convictions, nos idées on a des idées communes, on voit les choses de la même façon au niveau football et on se complète très bien et on a les mêmes opinions, enfin pas la même opinion mais les mêmes idées. Mais forcément que pour amener l'idée qu'on a en tête, des fois Robin va vouloir peut-être l'amener d'une certaine façon, moi d'une autre. Et c'est là-dessus où il faut qu'on se concorde et qu'on se mette voilà, sur la même lignée. Mais justement, c'est de se laisser aussi certaines libertés. Où dans le binôme, on a différentes tâches et ça permet à chacun de pouvoir s'y retrouver. Et ça amène une certaine liberté à chacun. J'évoquais cette relation qui vous lie. Comment vous pourriez la qualifier justement? Parce que donc, vous avez connu beaucoup de choses ensemble, vous avez partagé beaucoup de choses, notamment liées au foot. Là, vous êtes réunis du coup à un âge relativement jeune, hein, parce que vous êtes tous les deux autour de la trentaine. Comment on pourrait qualifier ce lien qui vous unit, Robin?
Bah déjà c'est l'amour-propre que peut avoir un frère. Donc on parle de travailler ensemble, mais je pense que voilà, on peut avoir des désaccords quelquefois, mais je pense que dans la trahison que peuvent avoir certains dans un staff ou des choses comme ça, déjà je pense qu'on peut pas l'avoir. Là, on est Ce sûr, qu'on personne va savonner la planche de l'autre. C'est On non, espère. non, hein, c'est les deux ensemble, quoi. c'est ce qui fait notre force et ce qui nous lie en tant que frères. C'est qu'à un moment donné, on va faire la part des choses, même si voilà, on peut s'engueuler sur des choses, etc. Mais 2, 3 jours après, avec du recul, il y a un lien qui nous unit depuis tout petit, avec notre papa aussi, avec notre maman, avec les valeurs qu'on a et ce qu'on a vécu notamment voilà, en Afrique ou en tant que joueur à l'US Granville, bah, ça nous rapproche encore plus dans ce lien-là. Je précise, si tu fais référence à l'Afrique, on y reviendra tout à l'heure, c'est que votre papa, Pascal, est aussi entraîneur. Mm. Les fans de Malherbe le savent très bien, on y reviendra tout à l'heure. Et il dirige notamment des académies au Maroc et en Côte d'Ivoire. Et vous, quand vous étiez plus jeune, vous l'avez suivi forcément. Et donc vous avez joué. Vous avez joué un petit peu en Afrique sur vos jeunes. Ouais, sur vos jouer, et jeunes années. puis on a vécu aussi de certaines choses en Afrique qui sont uniques, que ce soit dans le bon ou le mauvais côté. Mauvais, parce que forcément, Et la Côte puis, d'Ivoire, à un moment, vous étiez au moment où il y a eu un conflit ouais, très coup important. d'État, Il a ouais. fallu rentrer en France Mm. de manière pressée, j'ai envie de dire. Brutal. Ouais, c'est ça, c'était pas prévu. Non. Voilà. Mm. Donc ça, forcément, c'est des choses qu'on garde. Bah forcément, ouais, quand on se lève le matin et qu'à peine levé, on doit faire son bagage de moins de 10 kilos et de partir de manière un petit peu brutale sous l'armée, avec l'armée française et partir en hélicoptère de chez soi, ça fait bizarre et c'est pas donné à tout le monde. Donc c'était une expérience dure mais qui nous a aussi beaucoup rassemblés. Surtout que vous aviez une quinzaine On d'années. avait 14 non, un mois peu et plus. 16 14 et 16. Ouais, un petit peu plus, ouais. 2004. Ouais, 15 et 17 ou 14 et D'accord, 17, on avait un Donc ça peu reste pour quand même jeune, quand même. Ouais, jeune, et cette puis expérience-là. c'est une expérience qu'on n'a pas forcément Oui, dans des pays ou dans une enfance traditionnelle en France. Bien sûr, Donc c'est aussi ça qui nous a permis d'avoir ce lien, c'est d'avoir eu à faire des événements un petit peu comme ça. Un petit peu hors foot aussi. carrément hors foot, même, on Mm. peut dire. Je reviens sur vos débuts. Je le disais, je crois, au début de l'entretien. Ça fait du coup 2 mois que vous avez commencé votre mission. Je crois que l'entraînement a repris mi-juillet, hein, c'est ça? C'est ça, Même si j'imagine que vous avez bossé aussi les semaines précédentes pour constituer l'effectif un petit peu. et mener les entretiens. Un Un petit petit peu. peu. Comment se passent justement ces premiers mois de cohabitation, j'ai envie de dire? Robin, comment se... Bah, Du coup, très- ça reste ouais. quand même nouveau, même Mm. si vous me disiez que vous aviez eu le passé un petit peu commun d'éducateur à Granville, mais là c'est quand même une Mm. première vraie expérience à deux. Non, très bien. Tony habite en Caen, il était quand même assez proche. Moi, au départ, je faisais la route depuis Rennes. Mais depuis le départ, déjà, on voulait remercier l'ensemble du club pour l'accueil qu'ils nous ont fait. On a été tout de suite accueillis comme si on était chez nous. Tout le monde était à notre disposition, que ce soit les joueurs, les bénévoles ou les dirigeants. Donc là-dessus, on a vite compris qu'on mettait dans les pieds dans un club sain, structuré. Et il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on a vécu avec l'US Granville. Voilà, c'est très famille, il y a des liens qui sont très forts à l'intérieur du club. Donc on s'est senti chez nous. En plus, moi je reviens dans la région, Tony il y était déjà. Donc tous ces éléments-là ont fait partie de notre bon accueil au sein du club et qu'on puisse vite travailler main dans la main. Tony, est-ce que tu veux enchaîner sur justement ces premiers pas, ces premiers mois Mm. au sein de la Virois? Non, pour compléter un peu ce qu'il a dit, oui, il y a eu un très bon accueil et puis on a tout de suite senti qu'on avait des infrastructures et une structure pour bien travailler aussi, que ce soit sur le matériel ou sur les infrastructures vraiment de terrain, où il y a vraiment matière à faire et voilà, on n'a pas été déçus du tout. On sait aussi pour quel projet on est venu et on a vraiment les moyens mis à disposition pour le faire. Donc, ce qui nous intrigue un petit peu, vous êtes deux, vous bossez ensemble et tout. Évidemment, il faut bien prendre des décisions, savoir qui joue latéral gauche, est-ce qu'on fait un 4-3-3, un 3-5-2, un 2-4-5. La dernière, il ne faut pas la tester, je pense qu'elle n'est pas bonne. Comment ça se passe un petit peu? C'est quoi? Vous vous concertez tous les deux, vous êtes autour de la table, chacun fait sa compo de son côté, et puis on voit les noms qui ressortent en commun. C'est Comment ça se passe? arrivé. Comment ça- C'est vrai, ça? arrivé, ouais. On a une petite anecdote. C'était Ah. quand? Je crois que c'était ce week-end. Les 2 week-ends. Ou les 2 week-ends précédents, où sans se concerter, on a écrit sur un petit bout de papier ou sur le téléphone l'équipe un petit peu qu'on voulait mettre en place et on avait Vous aviez la on même avait la même sans forcément se concerter. Donc C'est fort. c'était marrant, mais ça veut dire aussi que à la semaine on communique bien et qu'on a un peu les mêmes idées aussi.
Autant dans un staff des fois où il y en a certains qui sont à temps plein au club et d'autres, par exemple l'adjoint ou le numéro 1 qui peut être sur un autre métier qui vient qu'au club et il y a moins de temps d'échange. Nous on a la chance aussi d'être à temps plein au club tous les deux, d'avoir un contrat au club et de pouvoir se voir tous les jours du matin au soir. Donc le fait qu'on ait des fois les mêmes compos sans se concerter, ça montre aussi le travail de la semaine et ça montre aussi qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on a une bonne communication. D'accord. Et justement la semaine, comment ça se passe? Est-ce que parce qu'il y a différentes tâches, l'animation des séances, le travail vidéo, peut-être le suivi des blessés. Est-ce que chacun a un petit peu ses missions et va les garder toute la saison? Ou alors vous changez, par exemple semaine A, Robin fait la vidéo, semaine B ça va être Tony. Est-ce que sur les séances par exemple, une semaine entière c'est l'un, la semaine suivante c'est l'autre, ou vous alternez les exercices? Robin, comment ça se passe un petit peu sur l'organisation que vous avez un petit peu au quotidien, ou ça se fait tout simplement au feeling? Ouais, ça se fait au feeling. Déjà on a les mêmes horaires au club, donc voilà, on est parti sur des choses là en début de saison où l'un fait l'adversaire, l'autre fait sa propre équipe. En séance, c'est vrai que moi j'ai connu une belle formation l'année dernière au DES et puis Tony le vit aussi cette année. Donc il y a des choses un peu nouvelles que j'ai appris l'année dernière en formation. Par exemple, il y a l'équipe, on s'occupe de notre équipe pendant l'entraînement, mais il y a les opposants. Qu'est-ce qu'on manipule chez l'opposant pour faire déjouer un peu notre équipe? Quelles difficultés vont nous mettre l'adversaire? Donc c'est des choses qui viennent au feeling et voilà, sur notre fiche de séance, il y a plusieurs rôles qu'on attribue au staff. Même le préparateur physique et l'entraîneur des gardiens ont un rôle à jouer, soit dans l'arbitrage, soit dans le comptage des points, soit dans la source, pour que les joueurs s'y retrouvent au maximum et que ça ressemble un maximum de fois au match. Parce qu'on ne l'a pas précisé, forcément vous n'êtes pas que tous les deux, vous êtes la tête de pro du staff, mais vous êtes entourés. Est-ce qu'on peut parler justement un petit peu de votre staff? Il y a combien de personnes? Elles occupent quel poste? Ouais, donc on est tous les deux en charge de l'équipe N3. Ensuite, il y a Yann Chevalier qui est arrivé cet été du Stade Malherbe qui est en charge des gardiens de but. On a Noah Renouf qui était déjà au club, qui était déjà éducateur et préparateur physique. Donc là, qui est vraiment détaché sur l'équipe N3. Ensuite, on a une équipe forcément de kinés et d'ostéo aussi avec lesquels on travaille, alors qu'ils ne sont pas à temps plein au club, mais qui ont leur propre cabinet dans la ville, avec qui il y avait déjà des liens auparavant, et on a encore essayé de l'approfondir et de la restructurer pour qu'ils puissent nous accompagner au mieux. Ouais, donc ça fait partie aussi des moyens. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu, on parlait des infrastructures et tout. Ça fait partie un petit peu des moyens que vous avez à disposition et qui sont pour une équipe amateur, dans un club amateur de National 3, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est le fruit aussi de la structure déjà existante, du travail qui a été fait en amont depuis pas mal d'années. C'est un club qui est passé en 8-9 ans de la R2 à la N2, donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu du travail de fait et de la part du comité directeur et du président, mais aussi de la part du staff technique qui était aussi déjà en place depuis 6-7 ans, notamment Cédric O'Haraud qui a emmené l'équipe de R2 en N2, donc ça se fait pas du jour au lendemain et il y a des raisons pour lesquelles ils ont réussi à le faire. Donc voilà, quand on parle de projet et de rejoindre un club comme Vire, on savait où on mettait les pieds, on n'a pas été déçus par rapport à ça. On va justement parler un peu de sportif. Donc on rappelle, le club a été relégué de N2 cette saison du coup. Il y a eu pas mal de changements au sein de l'effectif. Je regardais justement vos compositions des 3 premières journées. Je regardais par rapport à la saison dernière, il y a 50-60% de l'équipe qui est nouvelle, entre les recrues, un retour de blessés comme Thomas Chenel par exemple, les départs que vous avez eu et tout, et même les jeunes des fois que vous pouvez intégrer, qui évoluent peut-être au sein de l'équipe réserve l'année dernière. On est sur une équipe qui change quasiment à moitié, ce qui fait quand même beaucoup. Comment vous les jugez ces débuts? Il y a eu 3 journées disputées en championnat, il y a eu une victoire, 2 défaites. Comment vous les qualifieriez ces débuts, Robin? Déjà on prend la base, c'est que c'est jamais facile de descendre et d'après d'assumer aussi un championnat et de bien figurer dans celui-ci. Moi je l'ai connu un peu avec l'Heureux qui descendait de R1 en R2. C'est très compliqué, c'est une année de transition. Est-ce qu'on peut dire, je me permets de t'interrompre plus souvent, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment sur un projet de reconstruction, compte tenu de tous les changements, ou c'est un terme un peu fort? Non, totalement, parce qu'on voit, comme tu l'as dit dans ta question, où il y a une grande majorité de joueurs qui sont plus là, qui étaient là sur la montée de N3 en N2 et qui étaient là sur la saison de N2 l'an passé. Donc il y a une restructuration au niveau du staff. On passe après quelqu'un qui était là aussi depuis 7 ans, avec une manière de faire qui était très bonne et qui était propre à sa vision des choses. Nous, on arrive avec des idées peut-être aussi un petit peu différentes pour être en complément de ce qui a été bien fait, pour donner aussi un nouveau souffle. Donc il y a de part le staff qui est nouveau, il y a aussi de part une grande majorité de joueurs aussi qui est nouvelle. Donc il faut réussir à ce que la mayonnaise prenne et prenne assez vite. Après, pour revenir sur les 2-3 premiers matchs où forcément c'est un petit peu
en dedans par rapport à ce qu'on avait prévu. On a fait une préparation, on a joué 5 équipes de National 3 parce qu'on voulait aussi vite jauger notre groupe, vite jauger nous aussi le niveau en tant que coach. Et cette préparation s'est plutôt bien déroulée avec 4 victoires sur 5. Et puis là, on se rend compte qu'on est tombé dans une vraie poule, Bretagne, avec beaucoup d'équipes bretonnes et où le niveau pour le N3 est vraiment élevé. Donc ça montre aussi aux joueurs et à nous, au staff, que la saison ne va pas être simple, qu'il y a des bonnes équipes partout, que ce soit les réserves professionnelles ou les équipes amateurs. Donc ça montre le réel niveau de ce championnat et aujourd'hui on a des manques. On a des manques par rapport à ce qu'on avait envisagé et il faut qu'on continue à travailler, à progresser pour que le groupe qu'on a réussi à construire puisse donner la pleine mesure de ce qu'il est capable de faire. Je précise que si on fait référence aux équipes bretonnes, jusqu'à la saison dernière, le championnat de N3 était régionalisé, on va dire ça comme ça. Parce qu'il n'y avait que 2 équipes parisiennes dans la poule normande. Donc là, il y a eu l'éclatement et vous vous retrouvez, hormis Flers et Saint-Lô, vous retrouvez qu'avec que des équipes hors région, une majorité du coup d'équipes bretonnes. On retrouve un petit peu ce que vous avez connu quand vous étiez joueur il y a quelques années à l'époque du CFA et du CFA2, avec des poules totalement éclatées. Et forcément, il y a aussi moins de poules, donc forcément le niveau se relève. Et donc c'est plus, je crois que le président le disait quand vous avez présenté, que le N3 qu'il retrouvait ne serait pas le même qu'il avait quitté. C'est ça. Au final, il n'y avait qu'une saison qui s'était écoulée. C'est ça. On retrouve un petit peu, avec la refonte, les championnats de CFA2 qu'il y avait à l'époque. Là, pour parler un peu plus précisément de notre poule, on est donc sur la poule actuelle. Il y a quasiment plus de 50% des équipes qui étaient en N2 il y a moins de 2 ans. Entre les réserves professionnelles, un club comme Vire, un club comme Plabennec par exemple, un club comme Vannes était en N2 il y a encore 2 saisons. Donc, c'est une petite N2, entre guillemets. Donc ça peut aussi expliquer, enfin, tu l'as dit, la saison sera pas simple, et ça peut expliquer aussi pourquoi, tout ce qu'on vient de dire, reconstruction, l'effectif qui a changé quasiment de moitié, ça peut expliquer aussi pourquoi les débuts, d'un point de vue des résultats, sont un peu compliqués. Oui, après, il y a un aspect psychologique aussi, comme j'en ai parlé, c'est qu'il y a une descente aussi de l'année dernière. Ça, Donc, faut la digérer, du coup. bah oui, quand tu montes, c'est une dynamique positive. C'est facile, entre guillemets, à continuer cette dynamique. Le plus dur, c'est dans le football, on le sait, c'est quand on est en bas, psychologiquement, mentalement. Donc, il y a peut-être des doutes chez certains qu'il faut vite enlever. Voilà, peut-être avant, pendant et après les matchs. Et puis après 2 défaites d'affilée aussi, peut-être qu'ils se disent tiens, ça recommence comme l'année dernière. Parce qu'il y a eu très peu de victoires l'année dernière et beaucoup de défaites. Donc, voilà, il y a cette spirale que moi, je te dis, j'ai connue aussi en tant que joueur avec Granville ou Vitré sur ma dernière année, puis avec l'Heureux quand je suis arrivé. Voilà, c'est le plus compliqué dans le foot, c'est l'aspect mental. On y vient, il y a beaucoup d'aspects mentaux qu'on voit petit à petit. On voit pas tout dès le premier jour. Donc ça, cet aspect mental, tactique, qu'on essaie d'amener, technique. Bah voilà, c'est qu'avec du travail, avec la fluidité entre nous dans le staff, amener les joueurs performants au week-end et gommer toutes nos petites erreurs qu'on peut avoir chaque week-end pour qu'à un moment donné on soit plus fort et qu'on arrive à exister dans ce championnat. Ce qui est bien, je fais une aparté, c'est que tu nous as ramené la météo bretonne, j'ai l'impression. Car je sais pas si ceux qui vont écouter la vidéo nous entendent, il tombe un beau petit seau d'eau là. Après ce week-end en Normandie il pleuvait comme ça et nous en Bretagne on était bien à Milisac, donc ça s'inverse. Ouais, tu veux dire qu'il y a un microclimat. Mais je suis comme vous, je suis normand de base. Hein. La séance risque d'être arrosée ce soir du coup. Ouais, ça a fusé, hein, l'anglaise un peu. C'est ça, vous n'avez pas besoin d'arroser le terrain, c'est nickel. Un petit mot sur votre projet. Je le disais, il y a eu des recrues, il y a eu aussi la promotion de joueurs en interne. La réserve évolue en R1, donc à un excellent niveau. Tony, par exemple, c'est quelque chose que tu avais fait avec la MOS la saison dernière, de promouvoir pas mal de jeunes. Est-ce que c'est là-dessus aussi que vous voulez un petit peu insister ? Oui, tout début de projet et de nouveau cycle passe aussi par l'incorporation de jeunes. Notre recrutement aussi a été fait avec des joueurs qui ont moins de 25 ou 26 ans pour aussi ramener une nouvelle dynamique avec de la fraîcheur et des garçons aussi, soit qui découvrent le National 3 ou soit qui ont découvert le National 3 mais que depuis 1 an ou 2, pour ramener ce côté fraîcheur et ce côté un peu mort de faim, comme dans tout début de cycle, pour vraiment ramener une nouvelle dynamique. Après, le projet est un tout petit peu différent aussi. Les jeunes aujourd'hui au sein du club ne jouent pas dans les meilleures divisions non plus régionales. Ce qui était le cas du coup à la MOS. Ce qui était le cas aussi à la MOS où toutes les équipes sont en régional 1 et quand on est en 18 terrains et qu'on performe en Gambardella ou en 18 terrains, le niveau régional 1 senior
est plus accessible et plus abordable. Et c'est ce que j'ai réalisé l'an dernier en incorporant certains jeunes et en bénéficiant forcément du travail qui avait été fait en amont durant les 5-6 années de formation. Donc aujourd'hui, le projet est un petit peu différent, mais passe aussi par l'incorporation de nouveaux joueurs et aussi en termes d'âge, d'un peu plus jeune aussi. Ouais. Alors du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, une saison réussie, ça serait quoi? On est d'accord que remonter en N2 paraît un peu utopique. Vous m'interrompez si je raconte une bêtise. Ce serait quoi du coup une saison réussie à vos yeux en N3? Robin? Déjà que c'est voilà l'année de transition qu'on peut passer, qu'elle se passe bien déjà avec un maximum de joueurs, déjà humainement. C'est la base de notre métier et de ce sport. Après, une saison réussie, bah, bien sûr, c'est un maintien acquis. Je pense que dans cette poule qui est très relevée, il faut se le dire. Après, c'est ce qu'on a dit à tout le monde depuis le départ. On n'est qu'à la 3e journée. On a dit qu'on ferait un point à partir de la 7e, 8e journée, plus la Coupe de France qui vient ce week-end. Donc la 7e, 8e journée, elle n'est pas tout de suite. Il y a plusieurs week-ends, un calendrier. Ouais, parce que ça va très vite. On peut dire au début de saison qu'on joue le maintien, mais au fait, on est comme Villers-Houlgat, on est vite premier et puis on joue au jeu. On peut dire qu'on joue la montée, mais au final, au bout de cette journée, on est dans le bas. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter au public qu'on a, à l'adversaire qu'on a aussi, au groupe. On est aussi des jeunes coachs, donc on est là aussi pour vite apprendre et vite progresser dans ce sens-là. Donc voilà, pour moi, une saison réussite, c'est vite se maintenir, se mettre à l'abri. Et puis aussi que nous, ce qu'on amène au club, la transition qu'on fait par rapport à tout ça, notre revenu, c'est qu'elle se passe le meilleur possible. Tu disais, on est des jeunes coachs. C'est vrai, vous avez une bonne source d'inspiration. On y faisait référence au début de l'interview, donc c'est votre papa, Pascal. On va faire vite fait sa bio pour ceux qui le connaissent pas, même s'il n'y a pas grand monde, en tout cas dans la partie passe de la Normandie, qui doit savoir qui c'est. Il fut joueur, capitaine du Stade Malherbe dans les années 70-80. Derrière, il a embrassé une carrière de formateur, au point de diriger le centre de formation du Stade Malherbe dans les années 90 et d'entraîner l'équipe première. Il a fait tous les échelons et depuis son départ en 2000, si je ne me trompe pas, il a poursuivi sa carrière de formateur en Afrique, on y faisait référence. Il y a eu le Maroc et notamment la Côte d'Ivoire où il est toujours en poste aujourd'hui, C'est ça. à l'académie de la SEC Mimosa, qui est une des plus grandes académies de Côte d'Ivoire, qui a sorti beaucoup de joueurs et beaucoup d'internationaux ivoiriens. Forcément, votre papa, on en parle beaucoup, vous êtes très lié aussi à lui. D'un point de vue football, de quelle manière il vous influence ou il vous a influencé? De par ce qu'on a vécu depuis tout jeune, parce qu'on a été un petit peu baigné dans la marmite depuis tout petit et on le suivait beaucoup, même si on était très jeune, mais on le suivait beaucoup dans ce qu'il pouvait faire. Et forcément qu'il nous a inculqué des valeurs et des principes aussi dans le jeu très fortes, parce qu'il a des convictions aussi très fortes, donc forcément qu'on était un petit peu dans cette école-là et à bonne école. Donc, mais après, on s'est aussi nous construit individuellement. Voilà, il nous a laissé beaucoup de liberté par rapport à ça, déjà en tant que joueur, et puis aussi en tant que coach. Quand on se construit aussi en tant que coach, on fait aussi référence à notre papa, forcément, parce qu'on a baigné dedans, mais aussi par rapport aux coachs qu'on a rencontrés, nous, pendant notre carrière. Forcément qu'on a essayé de prendre de chacun, même quand ça s'est bien passé ou moins bien passé avec un coach. Mais on a toujours, moi je suis parti toujours de ce principe-là où il y avait toujours du bon à prendre partout, même quand ça s'est moins bien passé avec un coach. Donc c'est aussi comme ça qu'on se construit. Et on a aussi, forcément, comme tu l'as dit, cette chance-là d'avoir un papa comme ça, et avec qui on peut aussi échanger. Voilà, il est toujours ravi de voir certaines images même sur les matchs amicaux et sur le match championnat. Il veut regarder les buts qu'on prend, les buts qu'on marque, certaines images dans le jeu aussi. Et d'avoir son avis, c'est toujours aussi bien, mais il nous laisse cette part de liberté totale où il n'est pas non plus envahissant et à vouloir tout voir, tout contrôler non plus. Donc ça a été son leitmotiv quand on était déjà joueur, où il évitait aussi pas mal de fois de venir nous voir et qu'il soit aussi loin. C'est pas le papa envahissant qui est au non, bord de la main courante à engueuler l'éducateur. On voit très souvent et de plus en plus souvent aussi chez les jeunes ou chez les moins jeunes, mais il a toujours dit aussi, lui, dans ses interviews ou ses passages, que le fait qu'il soit aussi loin de nous, à un moment donné, nous a permis aussi de nous construire en tant que joueur, en tant qu'homme, et qu'il était là vraiment en tant que soutien, appui, et pas le papa envahissant à se mêler de tout et de rien. Tu faisais référence aux différents coachs que vous avez pu avoir, chacun de votre côté, ou en commun, justement. Si je vous demandais un coach qui vous a marqué dans votre parcours, Robin, est-ce que tu... Hormis papa, parce que moi j'ai plus connu, je l'ai connu quand même 6 ans en tant
que formateur quand même s'il y avait d'autres coachs. Moi, j'en dirais deux. C'est Stéphane Moulin, D'accord. 3 Donc ans à en Angers, Russie, ouais. parce que tu as fait le centre de formation d'Angers aussi. Ouais, c'est ça. Pendant 3 ans en CFA2, voilà, qui m'a apporté beaucoup de choses et c'était pas facile. Je revenais de Côte d'Ivoire, donc une autre culture. Quand on arrive, on est un peu perdu là-dessus. Donc il m'a vachement accompagné, il m'a tout de suite mis en confiance et il a eu confiance en moi. Et puis après, Joanne Gallon, bien sûr, qui a écrit l'histoire de l'US Granville, qui a été aussi formé par notre papa. Donc on avait des similitudes ensemble, même si voilà, c'était un coach assez dur et exigeant la semaine et au week-end, mais voilà, très très fort dans le niveau footballistique et qui m'a fait confiance aussi et qui m'a appris encore beaucoup de choses à n'importe quel âge. Et puis quand on voit les résultats avec Granville qu'il a eu et qu'on a eu ensemble, que ça soit dans la formation à former des jeunes pour l'équipe réserve ou l'équipe première, et puis le nombre de montées qu'on a fait, et puis les parcours de Coupe de France. Ouais. Il Avec y a notamment un quart de finale, hein, c'est ça Ouais, voilà, c'était fantastique avec lui. Je vous dis, c'était très dur, mais voilà, fallait le connaître et tout. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, j'ai voulu partir dans autre chose, notamment à Vitré. Mais quand je revois 4-5 ans après, moi, j'ai qu'un truc à lui dire, c'est merci. Et puis, pour tout ce qu'il a fait, et c'est un top coach au niveau footballistique. C'est un top coach. Donc, moi, j'en ai deux vraiment qui me sortent de la tête. Tony? Bah oui, il y a forcément Johan, mais pour pas le citer, pour citer un autre, c'est Richard Désiré que j'ai connu à Avranches. Donc qui m'a connu donc quand j'avais 24-25 ans et j'étais un petit peu entre guillemets au milieu de ma carrière, j'étais pas si vieux, mais il m'a permis de franchir certains paliers au niveau sportif forcément, parce qu'on est monté de N2 en N1 et ça m'a permis de jouer en National 1, mais aussi en tant qu'homme et en tant qu'éducateur où il m'a inculqué pas mal de choses et qui m'a permis de me construire et d'être aussi aujourd'hui l'entraîneur que je suis. Donc je pense qu'avec Robin, en parlant de Joanne Gallon et puis moi de Richard Désiré, c'est un peu les deux personnes qui m'ont aussi permis de me construire. Vous citez ces coachs-là, il y a eu notamment Stéphane Moulin qui derrière qui fait une carrière de coach pro à Angers et à Caen, hein, on le connaît bien. Vous êtes des jeunes coachs, on l'a déjà dit. Comment vous vous imaginez dans quelques années? Est-ce que c'est un objectif de coacher au niveau professionnel? Est-ce que ça fait partie des choses auxquelles vous pensez? Moi, ça fait partie un peu de l'entretien pour entrer au DES. C'est que vu qu'on a vécu un peu en Afrique, c'est un peu au jour le jour. Mais en fait, moi, en tant que joueur, je pense qu'à la base, quand j'avais 18 ans, personne s'imaginait que je joue en N2 et puis que je performe en N2 sur plusieurs années. Donc moi, c'est comme en tant que joueur, je vais aller le plus haut possible. Ça se trouve, ça sera que la Nationale 3, puis je redescendrai, et il n'y a aucun souci. Ça se trouve, ça sera plus haut. Mais je me donne aucune limite. Après, il y a des limites dans les formations, dans les diplômes, etc. Voilà, faut y rentrer, faut accéder par rapport au niveau. Le diplôme que tu as et que tu es en train de passer vous permet de coacher jusqu'en niveau national 2. National 2, ouais. Et donc derrière, il ne reste plus qu'un, Mm. qui est le BEPF, qui est le diplôme en France permettant d'exercer au niveau professionnel, Ligue 1, Ligue 2 nationale. Donc en termes de formation, vous êtes quasiment quand même arrivé, il reste peut-être l'étape la plus difficile en termes d'accessibilité, vous êtes quasiment quand même arrivé au bout du chemin. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le diplôme du formateur aussi, Le diplôme qui mais permet qui permet de basculer sur un monde jeune. Là, sur le public senior, oui, réellement, il y a le DES et puis après, il reste plus que le BEPF. Après, oui, il faut pas se fixer de limite, comme quand on est joueur. Il y a certains joueurs qui sont prédisposés dès 17-18 ans à être internationaux et être professionnels, d'autres qui passent par différents chemins pour être finalement professionnels à 25, 26, 27, même pour certains 30 ans. Hein. Je vois certains joueurs ou collègues moi, que j'ai eu, avec qui j'ai joué, et qui montent de national en Ligue 2 et qui deviennent pro à 34, 35 ans aussi. Donc il ne faut rien s'interdire, il faut travailler, il faut bosser, il faut passer ses formations. Et puis après, il y a que le terrain qui parle et qui permet aussi de bien se former et bien d'apprendre, mais on ne se fixe aucune limite. Aujourd'hui, on est tous les deux. Peut-être qu'un jour aussi, chacun fera son chemin dans différents clubs, dans différentes fonctions. Peut-être que l'un d'entre nous repartira chez les jeunes et passera son formateur. Peut-être que l'un d'entre nous passera un jour son BEPF et on en sera très content. Peut-être qu'on va bosser pendant 10-15 ans tous les deux ensemble sur une même équipe. Ça peut être aussi le cas. Aujourd'hui, on ne se projette pas forcément. On est très content d'être ensemble et d'arriver à bosser ensemble. Après, l'avenir fera les choses. On va se dire, soirée de la gueule quand même, à la tête d'une équipe pro. Tony, Robin, associé. Ouais, forcément. C'est l'histoire quand même. Forcément, mais aujourd'hui, c'est pas forcément non plus un objectif. On est déjà très content d'être là où on est. On a l'opportunité de bosser ensemble dans un club qui nous plaît bien.
dans un environnement qui nous plaît bien et qui est sain. Donc après, c'est à nous aussi de faire nos preuves, hein. On parlait de début de saison aussi tout à l'heure. Et pour l'instant, c'est en deçà de ce qu'on attendait. On est tombé sur des bonnes équipes, mais c'est aussi à nous de faire nos preuves et de bien travailler pour être le plus performant possible. Voilà. Moi, personnellement, j'ai perdu un petit peu de temps étant jeune en tant que joueur, où j'avais peut-être, étant plus jeune, j'étais peut-être un peu plus doué que certains, et je suis arrivé à 18-20 ans où j'ai pris une bonne claque parce que j'étais même incapable de jouer à un niveau national 3. Il m'a fallu repasser par des niveaux R2, R3, même sur certains week-ends, pour basculer à 24-25 ans sur un niveau N2 et toucher un petit peu la N1, alors que j'étais peut-être prédisposé à être peut-être professionnel. Donc aujourd'hui, en tant que coach, j'ai ça en moi, où je me suis rendu compte des choses un peu trop tard en tant que joueur. Et aujourd'hui, en tant que coach, j'ai envie de tout donner pour aller le plus haut possible. D'accord, parfait. Donc on va suivre ça, à commencer par cette saison. On espère la meilleure possible pour tous les deux, pour le club de la Virois. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci Mathieu. Et puis Merci à vous. on va suivre les résultats, Ouais. à commencer par la prochaine journée. La prochaine journée de championnat, c'est contre C'est à domicile. la réserve de Rennes. Vous avez pris réserve de Guingamp et réserve de Rennes. Ouais, Misak. c'est un gros début. Ouais. Ouais, Avec Milisa qui ambitionne aussi de monter. Donc sur les 4 premiers matchs, ouais, il y a du matos, mais ça nous montre justement à nous et aux joueurs que ça ne sera pas facile et il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux pour exister dans ce championnat. Bon, et parfait. On suivra ça alors. Merci marche. beaucoup, messieurs. Merci. Merci à toi.